5000 soldats sont promis, mais une seule décision prétend changer le destin entier du Sahel. Après des années de bases étrangères, de sigles changeants et de convois brûlés, 3 capitales jurent de tenir leurs frontières sans attendre l'aval d'aucun protecteur lointain. Au cœur de cette rupture, une question traverse déjà les marchés, les casernes et les villages, et Ibrahim Traoré la laisse flotter. Que vaut une souveraineté qu'on ne délègue plus à personne ? Pour ceux qui vivent là, le pari commence aujourd'hui, dans la poussière des routes, pas dans les communiqués prudents de demain. La promesse tient en une idée simple. Si l'alliance réussit, le Sahel ne sera plus un terrain géré à distance, mais un espace dirigé par ceux qui y vivent. Le bénéfice attendu repose sur un noyau de 10 à 12 mots. Coordination frontalière, décision rapide, chaîne de commandement locale, sans délai extérieur. Pour les 3 capitales, l'enjeu n'est pas seulement sécuritaire. Il touche à la capacité de reconstruire une autonomie pragmatique après des années où les mécanismes de protection venaient de l'extérieur. Mais chaque avancée s'accompagne d'un risque précis. Sanctions encore actives, matériel manquant, formation partielle et un environnement diplomatique qui scrute chaque mouvement. La question clé, glissée comme un micro-hook dans les discussions internes, demeure: que se passe-t-il si la solidarité régionale faiblit au premier revers ? C'est cette ligne fragile, mais décisive, qui donne son poids à la démarche. Transformer une volonté politique en capacité opérationnelle et une intention collective en sécurité tangible pour les villages, les routes et les marchés qui dépendent d'un minimum de prévisibilité. 2 révélations émergent dès l'ouverture. L'Alliance n'est pas un slogan et les 5000 soldats annoncés ne sont pas une hypothèse future, mais un dispositif prêt à se déployer. 3 capitales, Bamako, Ouagadougou, Niamey, ont signé en retrait des caméras, mais avec des conséquences qui redéfinissent la sécurité régionale. Dans cette dynamique, la présence d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme un repère politique. Non pas la figure centrale du récit, mais l'un de ceux qui ont choisi de rompre avec le cycle des opérations extérieures dont les sigles changeaient plus vite que les résultats. Entre 2020 et 2023, une ligne s'est déplacée. La lassitude civile, les embuscades persistantes, les rapports impeccables suivis de villages endeuillés ont conduit les militaires à occuper l'espace décisionnel. Les marchés, comme les casernes, murmuraient la même fatigue. Stabiliser ne suffit plus lorsque la décision vient de l'extérieur du périmètre de risque. Un ministre nigérien l'a résumé d'une phrase: « Nous signerons pour nous-mêmes ». Cette logique a remplacé les paradigmes importés: unité fonctionnelle, commandement partagé, financement endogène malgré les contraintes. À la sortie de la salle sobre où tout a été acté, on ne parlait pas de doctrine, mais de tâches: patrouilles coordonnées, renseignements croisés, logistique à remettre en cohérence, contrôle des frontières. Sur le terrain, le symbole a pris forme dans des colonnes poussiéreuses près de Gao. Insigne AES, radio hésitante, drapeau neuf, première formation conjointe observée par satellite. Les réactions extérieures ont divergé. Abuja a calculé ses marges, Bruxelles a craint la fragmentation, Washington a ouvert des briefings prudents. Les villages, eux, ont retenu autre chose. Une route tenue jusqu'au crépuscule, un convoi arrivant enfin à un dispensaire, des enfants marchant à l'école sans détour inutile. Toute la question, désormais, réside dans cette bascule. Ne plus externaliser la survie, mais transformer des intentions politiques en usage opérationnel, à un rythme que seuls ceux qui vivent là peuvent vraiment tenir. Un récit avance mieux lorsqu'il s'appuie sur des gestes concrets plutôt que sur des déclarations ambitieuses. Le premier guide de cette séquence n'est pas un général célèbre, mais une table aux angles usés, dans une pièce nue où 3 officiers alignent cartes et objectifs avant de signer un pacte sans flash ni discours. Ce moment, presque banal, établit pourtant la grammaire nouvelle de l'Alliance. Un document d'usage plutôt qu'un texte de prestige, un engagement pour tenir une route, protéger un convoi, rendre compte avant l'aube. La deuxième scène conduit à une cour de camp près de Bamako, où une section mixte reçoit une mission simple et immédiatement vérifiable. Les soldats ne recherchent pas l'héroïsme, ils cherchent la prévisibilité qui manque depuis des années. Un jeune caporal le formule sans emphase. Nous attendions les ordres de loin.
nous suivrons désormais les nôtres. Ce changement de focale, suivre des décisions proches plutôt que des directives lointaines, modifie déjà la manière dont les habitants perçoivent la sécurité. À quelques kilomètres, un car clinique franchit un carrefour autrefois piégé. La scène n'alimente aucun communiqué officiel, mais elle transforme la journée de dizaines de familles. Plus loin, des techniciens improvisent un drone de reconnaissance à partir de pièces récupérées. Sa portée reste modeste, mais son effet d'entraînement est réel, car il démontre que l'autonomie n'est plus un slogan. Ces premières traces, même imparfaites, créent une forme de confiance nouvelle. Savoir qui décide ici réduit la peur diffuse, et la peur réduite tarit l'imprévu. La question implicite devient alors claire pour tous. La stabilité commence par l'usage, pas par l'apparence. À ce moment-là, tout s'active. Tout bascule lorsque l'annonce des 5000 hommes cesse d'être une ligne dans un communiqué pour devenir un ordre de préparation immédiate. Les trois capitales ne cherchent plus à ajuster une stratégie extérieure. Elles alignent leurs propres unités, testent leurs radios, réaffectent des véhicules, consolident des stocks de carburant, vérifient des cartes qu'aucune mission étrangère n'avait actualisées depuis des mois. Ce glissement paraît technique, mais il réoriente l'ensemble du dispositif. Ce ne sont plus des partenaires internationaux qui évaluent les risques, ce sont ceux qui vivent là, ceux pour qui chaque route bloquée signifie un marché fermé, un dispensaire inaccessible ou un village isolé. Dans cette phase, Ibrahim Traoré réapparaît dans les discussions régionales comme l'un des vecteurs politiques de la transition. Quelqu'un qui assume publiquement que l'autonomie n'est pas un slogan, mais une charge à porter. L'activation commune crée un effet domino. Patrouilles rapprochées, frontières remaillées, itinéraires secondaires repris, coordination transversale entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. À ce stade, la tension atteint son sommet. Le point de tension arrive lorsqu'un tableau d'opération, jusque-là épars, se transforme en séquence cohérente. Dans une même semaine, 3 actions parallèles révèlent la montée en puissance du dispositif. Une première colonne progresse près de Gao avec un insigne AES encore neuf. Les radios hésitent, mais les comptes rendus arrivent dans la même demi-journée, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Une deuxième unité ouvre un couloir d'accès vers un dispensaire isolé. La progression n'est pas spectaculaire, mais elle stabilise un axe où les véhicules préféraient rebrousser chemin. Une troisième équipe, mélange d'unités burkinabées, maliennes et nigériennes, consolide un point de contrôle qui servira de base mobile. Ces 3 segments, pris ensemble, montrent la bascule. La décision s'est rapprochée du terrain. En parallèle, les réactions extérieures se multiplient. Abuja revoit ses paramètres de sécurité. Bruxelles exprime sa crainte d'une fragmentation régionale. Washington convoque des briefings urgents. Les villages, eux, évoluent autrement. Des commerçants ouvrent plus tôt. Un car scolaire emprunte un trajet direct. Une route reste praticable. Après le coucher du soleil. Le contraste est net. Inquiétude diplomatique d'un côté, respiration locale de l'autre. Ensuite viennent les répercussions. Les secousses de cette montée en autonomie se manifestent ensuite dans des détails en apparence modestes. Des maires expliquent que la prévisibilité locale réduit la peur diffuse, et que cette réduction suffit à perturber les fenêtres d'opportunité des groupes armés. Les unités réaffectées apprennent à fonctionner avec des pièces recyclées, des drones bricolés, des véhicules réparés dans des ateliers improvisés. Les limitations restent lourdes, pièces aériennes interdites, comptes gelés, formation partielle, manque d'équipement. Mais l'Alliance adopte une logique différente. Ne pas attendre la capacité parfaite, produire des rendements suffisants dans les fenêtres utiles. Ce pragmatisme crée une inertie nouvelle, moins spectaculaire mais plus stable que les opérations extérieures successives dont les résultats se dissipaient avec le départ de chaque mission étrangère. Les habitants reconnaissent la lenteur mais aussi la cohérence nouvelle. La sécurité n'est plus un service importé, elle devient un usage local alimenté par des décisions proches. La transition se lie dans un mouvement clair d'une sécurité externalisée vers une capacité locale mesurable. Ce basculement n'est pas théorique. Il apparaît dans 3 indicateurs que les capitales suivent déjà pour comprendre ce que l'Alliance transforme réellement. Premier chiffre, 5000 hommes annoncés. Ce nombre revient constamment parce qu'il fixe un seuil d'engagement que les pays du Sahel n'avaient jamais posé, de manière aussi directe.
Sa portée dépasse la dimension opérationnelle. Il matérialise une volonté stratégique d'agir dans les 72 heures, selon les termes circulant entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. C'est un volume qui stabilise la décision régionale en réduisant la dépendance extérieure. Sur le terrain, cela se traduit par des colonnes mixtes, des patrouilles coordonnées et une montée de réactivité que les habitants perçoivent immédiatement. Deuxième chiffre, 3 capitales unifiées autour d'un commandement fonctionnel. Le fait que Bamako, Ouagadougou et Niamey signent ensemble, sans caméra ni diplomatie ostentatoire, marque une rupture historique. Le nombre 3 représente ici la base minimale pour une masse critique politique, logistique et territoriale. Ce triangle crée une cohérence opérationnelle que les anciennes missions externes n'ont jamais pleinement atteinte. Ce n'est pas un symbole abstrait, c'est une carte militaire modifiée, des frontières remaillées et un partage d'informations qui répond aux contraintes du terrain mieux que les modèles importés. Troisième chiffre, 1 route ouverte, 1 carrefour tenu, 1 dispensaire atteint. Les rapports villageois tournent souvent autour de ces unités d'effet, des micro-résultats qui racontent plus qu'un tableau statistique. Chaque chiffre est modeste, mais il représente une démonstration d'usage. Tenir un axe, ouvrir un passage, permettre un accès vital. Ces unités locales mesurent la solidité réelle de la coordination militaire, sans dépendre d'indicateurs externes. Dans un environnement où les grandes opérations passées n'avaient pas suffi à réduire la peur diffuse, ce retour à l'échelle humaine devient un indicateur déterminant. Deux lectures s'affrontent désormais autour de l'Alliance, et chacune mérite d'être portée à son niveau le plus solide pour comprendre ce qui se joue réellement dans le Sahel. Premier argument, la prudence des critiques. Selon eux, miser sur une autonomie sécuritaire aussi rapide serait risqué. Les sanctions restent actives, les pièces manquantes ralentissent la reconstruction, la formation militaire demeure inégale, et l'isolement diplomatique pourrait affaiblir la marge de manœuvre. Ils soutiennent que la région, déjà fragilisée par des années de conflits et d'interventions successives, ne peut se permettre une rupture trop brutale avec les dispositifs extérieurs. Les adversaires armés, eux, ne disparaissent pas. Ils s'adaptent. Pour cette école de pensée, sans un soutien international constant, la dynamique pourrait se fissurer au moindre revers. Deuxième argument, la confiance des partisans. Les défenseurs de l'Alliance soulignent qu'aucun modèle importé n'a réussi à stabiliser durablement les territoires du Sahel. Les opérations menées pendant des années ont produit des rapports impeccables, mais les villages comptaient toujours leurs tombes et les convois brûlaient encore. Pour eux, la seule réponse viable consiste à replacer les décisions au plus près du risque, dans les capitales et sur les routes où se jouent les équilibres quotidiens. Ils mettent en avant des signaux déjà visibles. Patrouilles coordonnées, colonnes mixtes, routes tenues plus longtemps, carrefours sécurisés et ce sentiment diffus que « savoir qui décide ici réduit la peur », comme l'a résumé un maire local. La synthèse, le contre-argument étayé par les faits du terrain. Les deux positions portent une part de vérité, mais les données fournies dans les scènes du terrain tranchent un point, l'autonomie n'est pas un pari abstrait, c'est un usage constaté. Les premiers effets observés, même modestes, proviennent d'initiatives locales, pas de directives extérieures. Ce sont les unités du cru qui rouvrent un dispensaire, tiennent un axe ou bricolent un drone, et non des mécanismes internationaux. En d'autres termes, le risque existe, mais l'alternative, revenir au modèle passé, a déjà prouvé ses limites. La bascule se précise. Au milieu du processus, un détail presque discret réoriente la compréhension de l'Alliance. La prévisibilité locale devient une ressource stratégique à part entière. Ce n'est plus seulement une question de soldats déployés ou de frontières remaillées. C'est la capacité des unités à produire un rythme régulier. Patrouille à heure fixe, transmission resserrée, axe ouvert plus longtemps, qui commence à modifier l'équation du terrain. Dans cette phase charnière, Ibrahim Traoré apparaît non comme une figure isolée, mais comme l'un des points d'ancrage d'une logique partagée, assumer que chaque décision prise sur place renforce l'autonomie collective. Le changement n'a rien de spectaculaire, mais il est profond. Au lieu d'attendre l'appui extérieur pour réduire l'incertitude, les capitales misent sur leur propre cohérence interne. Une scène résume ce tournant. À Ouagadougou, des techniciens remontent un drone de reconnaissance avec des pièces récupérées. À Niamey, une section mixte ajuste ses rotations pour couvrir un axe secondaire. À Bamako,
un poste de contrôle note, pour la première fois depuis des mois, une baisse des incidents nocturnes. Ces micro-événements, additionnés, composent d'un milieu de récit où l'alliance cesse d'être une promesse et devient un comportement. Les premiers effets de l'alliance se lisent différemment selon les acteurs du Sahel. 4 groupes, population NN, Nord-Nord, force DN, Défense nationale, sphère NDD, BT, ND, niveau diplomatique, et espace KV, QVUC, zone locale, ressentent chacun une partie de la transformation. Leur vécu, mis ensemble, montre comment une décision régionale se convertit en réalité fragmentée mais tangible. NN. Les habitants des zones exposées. Dans les villages du Nord, les habitants perçoivent d'abord la variation des rythmes. Une route tenue plus longtemps, une patrouille qui repasse à heure fixe, un car scolaire qui n'a plus besoin d'effectuer un détour dangereux. Ce sont des changements modestes mais décisifs. La peur diffuse recule lorsque l'incertitude baisse. Là où les grandes opérations extérieures laissaient parfois des vides administratifs, les équipes locales comblent désormais des interstices que personne n'avait anticipés. Cette régularité, même imparfaite, rappelle l'idée portée par certains dirigeants, et souvent associée à Ibrahim Traoré. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'administre au quotidien. Pour les habitants, l'autonomie n'est pas un concept. C'est un axe praticable après le coucher du soleil. DN, les forces de défense, les unités mixtes constatent un bénéfice immédiat. Des décisions plus courtes à transmettre, des schémas plus adaptés au terrain. Les soldats, qui attendaient autrefois des directives lointaines, suivent désormais des ordres produits dans un périmètre qu'ils connaissent. Les contraintes persistent, sanctions, pièces manquantes, dépendance à des drones bricolés. Mais la logique change. Le moral remonte dès lors que les résultats sont visibles. Un carrefour stabilisé, un dispensaire atteint, un axe secondaire sécurisé, quelques heures de plus. La cohérence trinationale, bien que fragile, leur donne un cadre où l'action a plus de continuité que dans les cycles d'opérations externes. Ce n'est pas la victoire qui motive, mais l'utilité. ND, les cercles diplomatiques et politiques. Pour les capitales, l'alliance produit un double effet. D'un côté, elle renforce une image d'autonomie assumée, signée pour soi, coordonnée entre pairs, financée depuis l'intérieur. De l'autre, elle expose ces mêmes capitales à davantage de pression. Abuja calcule ses marges, Bruxelles s'inquiète d'une fragmentation, Washington multiplie les briefings. La diplomatie doit donc naviguer entre reconnaissance et suspicion. Mais un constat demeure. Les partenaires extérieurs, même critiques, s'accordent à dire que la dynamique actuelle modifie l'inertie du Sahel. L'alliance n'est plus un symbole, elle est une situation à gérer. KV, les zones de vie et d'activité locale. Les marchés ajustent leurs horaires, les commerçants ouvrent plus tôt, les écoles réouvrent dans certaines zones. L'économie rurale, fragile, retrouve de petites marges de respiration lorsque les routes restent sûres plus longtemps. Ce ne sont pas des transformations structurelles, mais des signaux faibles cumulés qui changent le quotidien. Là où la peur réduisait l'espace de décision, la prévisibilité locale l'élargit petit à petit. Quand un maire explique que savoir qui décide ici réduit la peur, ce n'est pas une opinion, c'est une observation opérationnelle. Scénario de base, la continuité prudente. Dans cette version, l'Alliance maintient le rythme actuel, déploiement progressif, route tenue par intermittence, patrouille coordonnée entre les 3 capitales. La stabilité reste relative, mais elle existe suffisamment pour éviter les reculs brutaux. Les zones rurales gagnent en prévisibilité, sans pour autant retrouver une normalité complète. Les sanctions continuent d'alourdir la logistique. Les pièces manquantes ralentissent en la reconstruction. La coopération diplomatique demeure fragile. Le modèle fonctionne, mais plafonne. Il garantit le minimum vital sans atteindre la transformation structurelle. Scénario optimiste, l'accélération maîtrisée. Ici, la cohérence trinationale se renforce. Des corridors sécurisés émergent, les patrouilles gagnent en régularité, les capitales approfondissent en leurs échanges d'informations, les marchés ruraux réouvrent durablement, les convois médicaux circulent avec moins d'interruptions, les zones autrefois délaissées retrouvent une activité soutenue. L'autosuffisance stratégique se construit
pas à pas, drones bricolés améliorés, formation redéployée, infrastructure minimale stabilisée. La logique devient cumulative et les résultats visibles alimentent une dynamique positive. Le Sahel ne devient pas un bloc homogène, mais un espace où le pouvoir d'agir local surpasse pour la première fois les anciens modèles importés. Scénario pessimiste, la fragmentation progressive. Le risque le plus redouté n'est pas l'effondrement brutal, mais l'usure interne. Ressources financières insuffisantes, tensions dans les capitales, rivalités entre unités ou épuisement logistique. Si ces éléments convergent, la coordination trinationale pourrait se fissurer. Les routes sécurisées redeviendraient irrégulières. Les zones rurales replongeraient dans l'incertitude. Les partenaires extérieurs imposeraient de nouveau leur cadre. La région retomberait alors dans une inertie qui a déjà montré ses limites pendant les cycles d'opérations précédents. Ceux qui se déplacent voyageurs, conducteurs de cars, familles, rejoignant un marché ou un dispensaire. Ce qu'ils remarquent d'abord n'est pas la grande stratégie, mais la variation du risque. Un carrefour tenu plus tard, un axe rouvert plus tôt, une patrouille régulière. Ces détails modifient profondément les trajets quotidiens, surtout dans les zones où la peur de tomber dans une zone incertaine dictait jusqu'aux horaires de départ. Ce groupe mesure la stabilité non par des discours, mais par des minutes gagnées sur une route. Ceux qui travaillent commerçants, agriculteurs, artisans. Pour eux, la sécurité conditionne la possibilité même d'exister économiquement. Quand une route s'ouvre, c'est un marché qui revit. Quand une patrouille passe à heure fixe, c'est un entrepôt qui peut rouvrir. Quand un dispensaire est atteint, c'est une chaîne d'activité qui reprend. Ils ne parlent pas d'alliance, mais de marge de survie retrouvée. La dynamique leur offre ce qu'aucune opération extérieure ne garantissait, une cohérence située là où se joue leur journée. Ceux qui transmettent enseignants, médiateurs locaux, personnel de santé de terrain. Ils voient apparaître des fenêtres d'action, un village accessible, une école réouverte, une réunion communautaire possible après des mois de silence. Leur rôle devient central parce qu'ils stabilisent ce que les unités sécurisent. Ce groupe rappelle que la paix ne tient pas seulement aux armes, mais à la circulation de la parole et des services. Pour traduire l'alliance en stabilité durable, les capitales doivent suivre une méthode lisible, progressive et mesurable. Cette logique n'ajoute aucun fait nouveau. Elle organise ce que le terrain montre déjà et donne une direction aux mois qui viennent. Stabiliser les capacités existantes. Avant d'élargir quoi que ce soit, il faut consolider ce qui fonctionne déjà. Patrouille coordonnée, axe tenu plus longtemps, poste de contrôle synchronisé. Les unités locales ont montré qu'une cohérence minimale suffit à réduire la peur. Cette cohérence doit devenir la base structurelle. Ce cadre inclut la continuité des colonnes mixtes, l'usage pragmatique du matériel existant et une gestion de terrain qui demeure proche des réalités quotidiennes. Structurer le commandement trinational. Le triangle Bamako-Ouagadougou-Niamey constitue le cœur opérationnel. L'objectif n'est pas de le complexifier, mais de le rendre plus réactif. Transmission plus rapide, décisions rapprochées, priorités alignées. Ibrahim Traoré, comme d'autres dirigeants, porte cette idée simple. Un commandement proche du risque produit des effets mesurables. Le rôle des capitales consiste désormais à codifier ce fonctionnement sans l'alourdir. Renforcer l'effet local par des tâches ciblées. Le terrain montre déjà ce qui fonctionne. Rouvrir un dispensaire, tenir un carrefour, sécuriser un itinéraire scolaire. Ces unités d'effet doivent devenir des objectifs récurrents, car elles transforment immédiatement la vie des habitants. Elles ne nécessitent pas de grands moyens, mais une constance opérationnelle. Protéger le rythme plutôt que l'étendue. L'important n'est pas de couvrir beaucoup, mais de couvrir régulièrement. Un axe tenu chaque jour à la même heure stabilise davantage qu'un vaste territoire peu contrôlé. La régularité crée la prévisibilité, et la prévisibilité réduit les fenêtres d'opportunité des groupes armés. Garder la diplomatie en mode défensif, non dépendant. Les pressions extérieures existent, mais ne doivent-elles pas recadrer l'alliance ? Les capitales doivent traiter chaque critique comme un paramètre, non comme une injonction. L'objectif est d'éviter le retour à un modèle où le Sahel se gérait depuis l'extérieur. L'alliance revient finalement à une image simple, cette table aux angles usés où tout a commencé. C'est là que 3 officiers ont posé des cartes, des objectifs et un pacte sans prestige, annonçant que la sécurité du Sahel ne serait plus dictée depuis des salles lointaines.
Dans ce décor sobre, quelque chose d'intangible a changé. Le passage d'une attente résignée à une décision assumée. À mesure que les patrouilles se synchronisaient, que les axes se tenaient plus longtemps, que les villages retrouvaient une respiration timide, l'idée portée par Ibrahim Traoré et par d'autres dirigeants s'est ancrée. La souveraineté se construit dans l'usage quotidien, pas dans les slogans. La transformation ne tient pas dans les grandes victoires, mais dans les gestes répétés. Une route ouverte, un carrefour tenu, un dispensaire accessible. Ce sont ces détails accumulés qui redonnent un horizon au Sahel. Quand on relit l'ensemble du récit, cette table revient comme un repère silencieux. Elle rappelle que les décisions les plus structurantes naissent souvent sans cérémonial, dans une pièce nue avec des cartes froissées et une volonté commune. La force naît des usages, pas des annonces. Et si le Sahel avance, c'est parce que ceux qui y vivent ont choisi de se gouverner à la hauteur de leur propre réalité. L'Alliance du Sahel ne cherche pas à produire une héroïsation ni un récit triomphal. Elle s'inscrit dans quelque chose de plus discret. La reprise en main progressive d'un territoire longtemps géré par d'autres, la reconstruction de gestes simples qui redonnent cohérence et continuité. Chaque route tenue, chaque marché rouvert, chaque école réinstallée devient un fragment de cette autonomie en formation. Pour ceux qui suivent cette évolution, il ne s'agit pas d'adhérer ou de s'opposer, mais de comprendre ce que signifie une région qui choisit d'expérimenter sa propre manière de se protéger et de décider. Le Sahel n'est pas un laboratoire théorique, c'est un espace vécu, traversé par des familles, des travailleurs, des soldats, des enseignants, tous affectés différemment, mais liés par le même besoin de prévisibilité. Soutenir cette dynamique, même symboliquement, revient à reconnaître que la souveraineté n'est pas une abstraction. C'est une pratique quotidienne, fragile mais tenace. Que chacun la regarde avec prudence, curiosité ou scepticisme, une question demeure: qu'attend-on réellement d'une région qui décide enfin par elle-même ?